Si nous revenons 20 ou 25 ans en arrière, la pleine conscience était vue comme quelque chose d'un peu farfelu. Et jamais, à l'époque, je n'aurais imaginé que toutes ces années plus tard, nous aurions aujourd'hui les recherches que nous avons qui confirment les bienfaits que peut-être beaucoup d'entre nous ressentent et éprouvent lorsqu'ils pratiquent la pleine conscience. Quand nous sommes sur le point d'opérer des changements, il arrive que nous nous sentions dépassés ou même paralysés. Et ce que nous apporte le concept du pivot, c'est si nous pouvons alors nous rappeler toutes les autres parties de notre vie qui sont bien établies et qui ne sont pas affectées par ce changement, cela peut nous apporter beaucoup de force et beaucoup de résilience. Tous autant que nous sommes, pas seulement les femmes, tous et toutes, nous sommes constamment en train d'équilibrer beaucoup de choses différentes. Mais en ce qui concerne les femmes, dans nos sociétés, ce sont souvent elles qui se voient attribuer de nombreux rôles. Bonjour, je suis à Oxford où nous enregistrons ces nouvelles chroniques, les chroniques de Quantum Way, et je suis très heureuse de vous présenter Caroline Welch. Bienvenue Caroline, c'est vraiment un honneur de vous recevoir dans cette série d'interviews où vous allez nous parler de votre travail, de ce que vous apportez au monde du traumatisme et plus largement au monde de la santé mentale et peut-être au monde humain. C'est ce que j'espère faire, oui. Oui, vous avez donc créé la société Mindsight Institute avec Dan Siegel, votre mari, et vous avez également écrit un livre. Vous êtes professeur de pleine conscience et aussi enseignante de yoga. En fait, je pratique le yoga. Ah, vous le pratiquez. Et dans le cadre de mon travail, j'anime quelques méditations, mais je ne suis pas sûre de pouvoir me qualifier de professeur de pleine conscience à part entière, du moins pas encore. Alors peut-être que vous pourriez nous parler de votre chemin qui vous a amené ici, à Oxford, pour ce congrès sur les traumatismes. Et oui, commençons par cela. Merci. Je vais commencer par vous remercier de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis toujours reconnaissante d'avoir l'occasion de parler du travail de l'Institut Mindsight et en particulier du travail que je fais et qui me passionne. Si je devais le résumer en quelques mots, je dirais que l'un des aspects les plus gratifiants de mon travail est de rendre la pleine conscience plus accessible. Et je pense que quand nous avons commencé, si nous revenons 20 ou 25 ans en arrière, la pleine conscience était vue comme quelque chose d'un peu farfelu. Et le fait de méditer était considéré comme un peu étrange. Je sais que Dan a trouvé cela étrange quand il m'a rencontré parce que ayant vécu au Japon pendant 3 ans avant de le rencontrer, je pratiquais la méditation selon une approche que j'avais apprise dans un temple bouddhiste au Japon. Et jamais, à l'époque, je n'aurais imaginé que toutes ces années plus tard, nous aurions aujourd'hui les recherches que nous avons qui confirment les bienfaits que peut-être beaucoup d'entre nous ressentent et éprouvent lorsqu'ils pratiquent la pleine conscience. Et pour en revenir à l'essence de mon travail, il consiste à aider ceux d'entre nous qui sont, pour ainsi dire, dans les tranchées, qui font face à des traumatismes ou qui se consacrent à un métier ou un autre, à élever leurs enfants, à prendre soin de la prochaine génération, à protéger notre planète d'une manière plus consciente. Quelle que soit la situation, je pense que le fait d'envisager ce travail sous l'angle de la pleine conscience peut nous fortifier et nous apporter beaucoup de résilience.
Dans mon travail, j'ai sélectionné ce que j'appelle les 3 P. Il y a eu beaucoup de concurrence pour être choisi parmi ces 3 P, parce que j'essayais de trouver les façons les plus applicables d'envisager notre travail quotidien et aussi notre vie personnelle, afin que nous puissions vivre plus de moments en pleine conscience au quotidien. Pendant la rédaction de mon livre, j'ai interviewé 100 femmes et beaucoup d'entre elles me disaient « Je ne sais pas du tout pourquoi vous m'interviewez, parce que je ne fais absolument pas partie des gens qui sont souvent en pleine conscience. » Intéressant. Oui. Et elles me disaient « Rangez votre ordinateur. » Et je trouve cela intéressant parce que je pense que nous ne nous accordons pas le mérite d'être en pleine conscience, simplement parce que nous pensons que la pleine conscience, ça veut forcément dire s'asseoir dans notre endroit calme préféré, sur notre chaise préférée, et que c'est quelque chose de silencieux et d'immobile. Alors que la magie de la pleine conscience, c'est que si nous pouvons être pleinement conscients, comme vous le savez d'ailleurs, car c'est votre espace, si nos sens sont activés et que nous ne sommes pas distraits par nos appareils électroniques ou par d'autres choses qui pourraient se trouver dans notre environnement, alors nous avons une certaine capacité à prêter attention. Et cela permet la concentration et toutes les choses qui font que le monde de l'entreprise ou d'autres organismes d'ailleurs s'intéressent de près à cet espace. Mais c'est un espace qui peut nous être très utile de bien des façons. Oui, je suis d'accord. La toute première fois que j'ai voulu méditer, je me demandais, c'est quoi cette histoire de pleine conscience? Et quand j'ai vraiment compris qu'il s'agissait de faire les choses en pleine conscience, j'ai un TDAH, et quand j'ai commencé à vraiment être attentive au moment où je mets la clé dans la serrure, au moment où j'ouvre la porte, et à prêter attention à chaque mouvement que je fais, à chaque action que j'entreprends, cela m'a vraiment aidé avec mon TDAH, parce que je suis plus consciente de ce que je fais et je peux me souvenir, par exemple, de l'endroit où j'ai posé quelque chose ou de ce que j'ai fait. Donc merci de l'avoir présenté ainsi, parce que souvent les gens se disent « Bon, d'accord, je dois être comme ça, rester immobile », alors que c'est pas ça la pleine conscience, n'est-ce pas? Oui, exactement. Oui. Et j'ai mentionné les 3 P, et le premier renvoie au mot anglais « purpose », qui signifie but, raison d'être, ou finalité. Et je pense que ce concept n'est pas forcément très présent dans notre conscience, mais il y a un professeur à l'Université du Michigan qui s'appelle Vic Strecker, qui a écrit un livre intitulé « Life on Purpose ». Ce livre m'a beaucoup inspiré parce qu'il explique que nous ne prenons généralement pas le temps de nous poser la question « En fait, quel est mon but? Quelle est ma raison d'être ?» On se dit peut-être que ce serait un véritable luxe d'avoir le temps de réfléchir à sa raison d'être, mais si nous le faisons, une fois que nous l'avons identifié, nous pourrons alors nous en inspirer dans les moments les plus difficiles. Je peux vous l'illustrer par un exemple. On a tous des hauts et des bas, que ce soit dans notre vie professionnelle ou personnelle, mais si nous sommes allés découvrir notre raison d'être, et d'ailleurs le professeur Strecker recommande même de la noter sur une feuille, de l'emmener partout avec nous, il dit que cette feuille-là est la plus importante feuille que nous aurons jamais. Donc si nous pouvons la formuler, si par exemple on est un professionnel travaillant avec des personnes traumatisées et qu'on peut exprimer par exemple « ma raison d'être est de soutenir mon patient de la manière la plus attentionnée possible », point. Alors, même si on a eu une séance difficile ou si on a vécu une journée particulièrement éprouvante dans sa clinique, on peut se rappeler à soi-même « au moins j'ai fait du mieux que je pouvais avec ce à quoi j'ai été confronté aujourd'hui. Et ma raison d'être est encore et toujours d'apporter ce genre de soutien à tous mes patients ou à tous mes clients. » Cela peut sembler très simple, mais quand vous vous retrouvez dans ces situations et que vous vous sentez mal, découragé ou que vous avez l'impression d'avoir échoué et que vous vous souvenez de cela, vous vous direz alors, c'est vrai, j'ai encore ma raison d'être et je suis encore et toujours en train de l'accomplir. Il arrive parfois que notre finalité ne se réalise jamais complètement, même au cours de notre vie. Et c'est pour cela qu'elle est si puissante. C'est quelque chose que nous avons toujours comme un compagnon à nos côtés. Est-ce que ça a un rapport avec l'ikigai? Oui, le concept japonais d'ikigai. Puisque vous avez vécu au Japon, vous parlez japonais.
Oui, oui, ça vient de là, ou plutôt ça en fait partie. La raison d'être ou la finalité dans le monde de la psychologie fait partie du concept plus large de sens. Et la finalité, comme le sens, découle de nos valeurs les plus profondes. Mais ce qu'il y a en plus avec la finalité, c'est qu'elle comporte un élément de direction et d'action. C'est-à-dire que c'est ce qui nous fait nous lever le matin. Quand vous vous réveillez et que vous vous dites « aujourd'hui je dois faire ceci » ou « je vais faire ceci », c'est cela qui vous fait sortir du lit. C'est ça notre but ou finalité. Et j'ai été surprise de l'apprendre en écrivant mon livre, mais nous disposons d'une abondance de recherches portant sur combien il est puissant de garder toujours proche de nous notre raison d'être. Si on regarde tous les avantages qu'il y a à avoir sa raison d'être clairement à l'esprit, on pourrait penser que c'est le résultat d'un médicament, alors que c'est le résultat du fait de connaître sa raison d'être. Cela entraîne des effets similaires, que ce soit la capacité à se remettre d'une maladie, ou d'un problème cardiaque, ou... Je ne dis pas que connaître sa raison d'être soit l'équivalent de recevoir un traitement, mais on voit clairement la différence quand la personne connaît sa raison d'être et aussi, dans certains cas, quand elle a une pratique de pleine conscience. Je pourrais vous poser beaucoup d'autres questions sur la raison d'être, mais j'aimerais pouvoir aborder les autres P aussi. Donc on a le concept de but, finalité, qui est assez difficile à, je dirais, à définir, même si vous nous avez déjà dit quelques mots à ce sujet. Et maintenant, je suis curieuse de savoir quels sont les deux autres P. Les deux autres, oui, bien sûr. Le suivant est ce qu'on appelle en anglais pivoting. Le pivot? Oui, c'est cela, le pivot ou pivotement, dans le sens où on l'utilise par exemple dans le basketball, où on voit le joueur ou la joueuse se tourner tout en gardant un pied posé au sol. Cette idée est née d'une réflexion sur le fait que nous, les humains, vivons dans le changement et que nous ne pouvons pas changer les événements qui se passent dans le monde. Nous ne pouvons pas changer les choses qui nous arrivent. En revanche, nous pouvons changer notre façon de les voir et nous pouvons effectuer ce que j'appelle des changements proactifs si nous sommes conscients de ce que nous devons faire. Or, nous, les humains, avons une résistance au changement, avec notamment le phénomène de l'aversion neuronale, par exemple. Nous n'aimons pas non plus l'incertitude et nous serons d'accord de faire un autre choix seulement si nous percevons que la situation sera alors 2 fois meilleure que notre situation actuelle. Donc, la beauté du pivot réside dans le fait que, pour revenir à l'image du joueur qui garde un pied ancré dans le sol pendant qu'il tourne, quand nous sommes sur le point d'opérer des changements, il arrive que nous nous sentions dépassés ou même paralysés. Et ce que nous apporte le concept du pivot, c'est si nous pouvons alors nous rappeler toutes les autres parties de notre vie qui sont bien établies et qui ne sont pas affectées par ce changement. Cela peut nous apporter beaucoup de force et beaucoup de résilience. Et même si nous avons tendance à nous concentrer également sur les aspects négatifs, le cerveau négatif nous entraîne dans son sillon très souvent chaque jour, il y a aussi le fait de nous concentrer sur les autres choses qui sont déjà en place et qui fonctionnent bien pour nous dans les moments où nous essayons de changer quelque chose. C'est ça, la force du pivot. Un autre aspect, et peut-être l'un des plus importants, est que nous pouvons procéder à des changements de manière proactive quand nous constatons qu'un choix différent pourrait mieux nous servir. Et si nous pouvons être patients et compatissants envers nous-mêmes, nous pouvons alors parvenir à ce changement étape par étape. Oui, et l'impression que j'ai quand on pense au pivot, c'est aussi comme si on avait un point d'ancrage, comme un endroit stable, peut-être, ou quelque chose sur quoi on peut se reposer, et c'est cela qui nous permet de nous tourner vers quelque chose d'autre, ou de prendre une autre direction dans sa vie, ou de changer ce qu'on fait. Oui, tout à fait. Et l'encre est d'ailleurs un synonyme que j'utilise souvent. Vous exprimez là exactement ce concept. D'accord, bien. Et le troisième P? Le troisième, c'est le mot anglais
pacing, qui veut dire rythme ou cadence. Nous avons tous et toutes une vie trépidante. Il s'agit donc en partie de respecter notre rythme dans notre journée et d'y être attentif. La sagesse consiste à laisser tomber quelque chose tous les jours. Et l'aspect plus large du rythme consiste à reconnaître dans quel chapitre de vie nous nous trouvons et se demander qu'est-ce que je dois faire maintenant étant donné que je ne pourrai pas le faire plus tard. Il s'agit simplement de reconnaître clairement où nous en sommes. Nous jouissons tous actuellement, espérons-le, d'une plus longue espérance de vie, ce qui nous permet par exemple de vivre 2 ou 3 carrières ou de vivre dans plusieurs villes différentes. Nous avons toutes sortes d'opportunités qui auraient été inconnues ou inaccessibles il y a quelques générations. Et la beauté de ce que j'appelle le rythme est de se demander quelles sont mes priorités maintenant et qu'est-ce que ce chapitre-ci de ma vie va m'apporter. D'accord. Et vous avez écrit un livre, nous n'en avons pas encore parlé. Quel est son titre? Vous avez dit que vous aviez interviewé 100 femmes. C'est donc un livre pour les femmes, j'imagine? Oui, oui. Je vais vous donner son titre. Il s'appelle en anglais « The Gift of Presence », qui veut dire « Le cadeau de la présence ». C'est un guide de pleine conscience pour les femmes. Je ne veux pas dire par là qu'il existe désormais une nouvelle forme de pleine conscience destinée uniquement aux femmes. Simplement, j'ai choisi de me concentrer sur la vie trépidante des femmes et sur tous les rôles que nous jouons, qui nous font constamment jongler avec toutes sortes de choses dans un sens. En fait, une des choses qui m'ont inspirée pour ce livre, c'est que un jour, je traversais en courant un aéroport tôt le matin pour prendre un vol et du coin de l'œil, j'ai aperçu la couverture d'un magazine. C'était la revue Harvard Business. Et cette couverture représentait un éléphant qui tentait de se tenir en équilibre sur un gros ballon d'exercice. Et la légende disait « Oubliez l'équilibre ». Et je me suis dit, j'adorerais pouvoir oublier l'équilibre parce que nous nous efforçons tous d'atteindre l'équilibre et nous n'y arrivons pas. Et ensuite, plus j'y ai réfléchi, plus je me suis dit que c'était parce que l'équilibre, par définition, consiste à concilier 2 choses. Or, nous sommes tous autant que nous sommes, pas seulement les femmes, tous et toutes, nous sommes constamment en train d'équilibrer beaucoup de choses différentes. Mais en ce qui concerne les femmes, dans nos sociétés, ce sont souvent elles qui se voient attribuer de nombreux rôles. Et c'est pour cela que j'ai voulu présenter les histoires de différentes femmes qui pourraient à leur tour soutenir les femmes qui sont, comme j'aime à le dire, dans les tranchées, qui doivent jouer différents rôles et qui ont tant de responsabilités, et qui se retrouvent également confrontées à certains obstacles qui découlent du fait d'être une femme dans le monde. Je viens d'un environnement très masculin, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats qui faisait du règlement de contentieux et à l'époque où j'ai rejoint ce cabinet, il n'y avait pas de femmes associées. Cela crée un certain type d'environnement. Si, par exemple, je quittais le bureau à 14 heures un mardi pour aller encourager ma fille ou mon fils lors d'un match, ce que les collaborateurs pensaient ou ressentaient au cabinet, c'était quelque chose comme « ce n'est pas une avocate sérieuse », alors que si c'était mon collègue qui partait, tout le monde se disait « mais quel père formidable !» J'utilise cet exemple parce que c'est un exemple simple, mais il nous montre qu'il y a beaucoup de choses à affronter dans le monde des femmes et je voulais mettre cela en lumière ainsi que proposer des moyens permettant d'être plus résiliente et de mieux faire face. Super, j'aimerais bien qu'il soit traduit en français. Moi aussi, j'en serais ravie. Je crois qu'il est déjà disponible dans plusieurs langues, dont le roumain. Nous en parlerons, parce que vous savez, nous avons une maison d'édition et oui, nous serions ravis de voir ce que nous pouvons faire pour votre livre. Ce serait formidable, merci.
Et l'autre chose dont j'aimerais vous entendre parler pour avoir un aperçu de tout ce que vous faites, c'est l'Institut Mindsight. Peut-être pourriez-vous nous dire quelques mots à ce sujet, ce que c'est, ce que vous y faites. Ce serait avec grand plaisir, j'imagine bien. Oui, et permettez-moi de commencer par dire que je n'ai jamais aspiré à diriger une entreprise familiale ou à travailler avec mon mari. Et puisque Dan est neuropsychiatre de formation et je suis avocate de formation, je n'avais jamais imaginé que nous pourrions faire quelque chose ensemble. Mais tout a commencé il y a plus de 20 ans, quand Dan recevait des invitations extraordinaires parce qu'il écrivait des livres et qu'il a reçu une invitation à visiter le Conseil pontifical pour la famille et à rencontrer le pape. Et là, je lui ai dit, dans mon cabinet, je n'ai que 2 semaines de vacances, donc je ne peux pas faire ce voyage. Alors, en fin de compte, j'y suis allée, mais ça m'a fait faire une prise de conscience. Et par ailleurs, l'enseignement en ligne devenait de plus en plus accessible et je me suis dit qu'on devrait peut-être lancer des cours. J'ai donc convaincu Dan que nous devrions avoir un site internet. Vous savez, lui, c'est un peu un savant fou. Il veut écrire des livres, donner des cours et des conférences et il aime le faire en personne. Donc, quand nous avons commencé à en parler, je me suis rendu compte qu'il donnait le même cours 5 fois par jour. Donc, au début, il s'agissait simplement de mettre en place des solutions simples du genre louons un espace, enregistrons les cours et mettons-les en ligne. Et c'est à petits pas que nous sommes arrivés là où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons un site et probablement près de 20 000 étudiants dans plus de 60 pays. Et nous essayons de lancer de nouveaux cours chaque année. Et nous sommes simplement très heureux d'avoir trouvé un excellent moyen de travailler ensemble. Et le secret, pour ceux et celles d'entre vous qui aspirez à travailler avec votre partenaire de vie, oui, nous ne pensions pas en arriver là, mais c'est avec plaisir que je vais vous révéler ce secret, c'est que mon domaine d'action à moi est très clair. Je ne suis pas capable de traduire les neurosciences et d'intégrer toutes les formes différentes de thérapie dans le cadre de la neurobiologie interpersonnelle que Dan a créée. Et ce que nous disons, c'est que nous ne proposons pas une forme spécifique de thérapie, mais que nous informons toutes les thérapies. Ce que j'ai observé, et comme je vous l'ai dit avant de commencer, je ne suis pas thérapeute de formation, je taquine Dan parfois en lui disant que je n'ai pas d'autorisation d'exercer, mais je ne pratique pas la thérapie comme je ne suis pas formée. En revanche, ce que j'observe, c'est que les thérapeutes sont très désireux d'apprendre de nombreuses approches différentes. On a donc l'IFS, on a l'EMDR, on a tant de modalités et d'approches différentes, mais je pense que ce que nous apportons d'utile à travers le Mindsight Institute, c'est un cadre général qui permet de trouver un moyen d'inclure toutes les modalités auxquelles vous avez peut-être été formé en tant que thérapeute, afin de voir ce qui fonctionnera pour votre patientèle à vous, car certaines modalités peuvent être plus efficaces que d'autres en fonction des patients. Et je pense que le thérapeute s'épanouit beaucoup sur le plan professionnel quand il parvient à trouver un moyen global de donner un sens aux nombreuses formations et aux nombreux certificats qu'il possède. Oui, ça c'est vraiment quelque chose que nous essayons de faire chez Quantum Way. Notre message, c'est n'essayez pas de vous en tenir à une seule chose, car vos patients sont très divers, ils sont différents, ils réagissent différemment à différentes choses, donc essayez de vous former à autant de modalités que possible. Donc merci de l'avoir mentionné. Je pense qu'il est vraiment important aujourd'hui d'ouvrir son esprit, d'ouvrir son cœur à différentes façons de comprendre et d'appréhender comment nous sommes, comment nous fonctionnons, comment nous réagissons au traumatisme, comment nous y faisons face, comment nous faisons face à la vie en général. Oui, oui. Et vous faites encore de la recherche au sein de l'Institut Mindsight ou vous proposez seulement des formations? Eh bien, Dan a fait de la recherche dans le passé, mais pour l'instant, même s'il se peut que nous ayons d'autres projets de recherche qui se montent avec d'autres organismes, ce n'est pas là-dessus que nous nous concentrons. D'accord.
Et je voulais revenir à cette notion de finalité ou de raison d'être, parce qu'à mes yeux, c'est vraiment le cœur de votre message et de ce que vous essayez d'apporter au monde. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe, mais il me semble que c'est vraiment une question que les gens se posent très souvent. Quelle est ma raison d'être? Quel est le but de ma vie? Et comme c'est tout un cheminement pour vraiment arriver à cette phrase-là qui dit « voilà où je veux aller », comment peut-on y parvenir? Quelles sont peut-être les étapes ou les défis que l'on peut rencontrer au cours de ce voyage de la raison d'être? J'apprécie cette question, même si elle en contient 10 en réalité. Oui, je sais, je dis tout un tas de choses et après, c'est à vous de choisir ce qui vous parle. En effet. Alors, il y a beaucoup à dire, comme vous le suggérez, étant donné que la réponse découle de nos valeurs les plus profondes. Par exemple, je suis parent d'enfants adultes maintenant et j'aime bien me dire que j'ai un but différent, une raison d'être différente pour chacun de mes rôles. Ainsi, en tant que parent d'enfants adultes, j'aimerais les soutenir et apprendre à ne pas être leurs parents puisqu'ils sont adultes. Ou, pour mieux l'exprimer, je pourrais dire que je veux être un parent soutenant pour mes enfants adultes. Et c'est quelque chose qui peut se modifier au fil du temps, un peu, car il est important, à mon avis, que nous ajustions notre raison d'être si, par exemple, si elle ne nous sert plus ou si elle ne nous nourrit plus comme avant, elle peut changer. L'autre chose à dire à propos de la raison d'être, c'est qu'il ne faut pas la confondre avec la passion. Certaines personnes disent « Ah, je n'ai pas vraiment de passion ». Et je pense que, en tout cas aux États-Unis, nous sommes devenus un peu obsédés par la passion. Or, les recherches qui ont été menées sur la raison d'être confirment que beaucoup d'entre nous vivent avec une raison d'être très solide qui les conduit à une vie satisfaisante et vraiment épanouissante, même si nous ne dirions pas nécessairement « c'est ma passion ». Parce que la passion peut fluctuer et passion et raison d'être peuvent être la même chose ou non. Et je ne voudrais pas que cela empêche quelqu'un de penser qu'il a une magnifique raison d'être. En outre, la raison d'être n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose, ne doit pas forcément impliquer qu'on va aller travailler à l'autre bout du monde. C'est quelque chose qu'on peut vivre dans sa communauté, dans sa famille. C'est la contribution qui nous motive. Est-ce que cela vous donne quelques indications? Oui. Et je me disais que c'est quelque chose à quoi je vais réfléchir dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochaines années. Je vais réfléchir à la raison d'être et repenser à cette merveilleuse conversation que nous avons eue ensemble. Est-ce que vous avez peut-être une dernière chose à ajouter ou quelque chose à dire que vous n'avez pas encore dite à notre public francophone? Ou même international, car il se pourrait que nous traduisions cet entretien dans d'autres langues, qui sait? Je dirais, pour conclure, même s'il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, mais ce que je voudrais simplement dire, c'est « vous avez tout ce qu'il faut ». Je souhaite encourager chacun et chacune à apprécier les dons et talents qu'ils possèdent. Nous cherchons partout et constamment les choses dont nous pensons avoir besoin pour faire ce que nous aimerions faire. Alors qu'en réalité, vous avez tout ce qu'il faut. Prenez un moment et soyez reconnaissant pour ce que vous avez, ne serait-ce que pour faire le point sur tout ce que vous avez. Caroline, merci beaucoup pour cette conversation et pour ce moment passé ensemble. Au nom de Quantum Way et de toute notre communauté, je vous remercie. Merci à vous, ça a été un plaisir.